Vivre dans les Alpes au néolithique. Des conditions particulières ont permis la conservation de matériaux au bord des lacs alpins il y a 5000 ans. C'est dans les Alpes également qu'on a trouvé la plus ancienne momie humaine, appelée Otzi. Une petite histoire des découvertes. En 1853-54, suite à une baisse du niveau des eaux, on découvre au bord du lac de Zurich, à Obermeilen, une forêt de pieux en bois. À partir de ces alignements de pieux, Ferdinand Keller, le président des antiquaires de Zurich, propose un modèle de village en s'inspirant de villages qu'il a vus à Kouaoui, en Nouvelle-Guinée occidentale. C'est de là que naît le mythe du village lacustre, sur l'eau, tenu sur pilotis, un mythe qui, après cette découverte, entraîne la multiplication des fouilles au bord des lacs alpins, dont le milieu permet de conserver une grande diversité de témoignages archéologiques. Ce rapprochement entre la découverte de la forêt de pieux et le village de Kouaoui s'appelle de l'ethno-archéologie. On s'inspire de l'ethnologie, des témoignages venus d'autres peuples, pour imaginer l'usage que les populations du néolithique faisaient des objets et des témoignages découverts. En 1960-1970 apparaissent de véritables méthodes de fouilles dans les milieux subaquatiques, et le mythe est peu à peu bousculé. L'habitat est alors plutôt surnommé littoral et il recouvre des situations différentes selon les lieux. Il est le plus souvent situé sur les rives des lacs, parfois surélevé sur pilotis afin de faire face à de fréquentes inondations, à des montées des eaux, et peut-être, mais de manière vraiment marginale, en eau libre. On distingue 3 phases. Première phase de moins 4000 à moins 2400, deuxième phase de moins 1900 à moins 1500, et c'est là que les témoignages sont les plus riches, et troisième phase de moins 1050 à moins 800. Entre-temps, les sites sont abandonnés sous le fait de l'épuisement des ressources, de la montée des eaux. En 2011, l'UNESCO inscrit 111 sites au patrimoine mondial sur les 6 pays de l'arc alpin: la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie. Des villages vieux de 2000 à 5000 ans environ. Quelles étaient les motivations des hommes pour s'installer au bord des lacs alpins? Alors d'abord la protection, puisque ces habitats sont difficiles d'accès, protégés par l'eau et les montagnes. On évoque également la pression démographique. On peut aussi parler des sols meubles qui facilitent la construction sur poteaux et qui fournissent une richesse végétale et faunique, ainsi que la possibilité de circuler à bois d'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur la vie quotidienne dans ces villages dont on a retrouvé des traces? D'abord les habitats. Leurs traits communs sont des structures de poteaux plantés et un plan rectangulaire. Les habitations sont longues de 6 à 12 mètres et larges de 3 à 6 mètres. Dans les secteurs régulièrement inondés, les maisons sont sur pilotis, les parois sont en randin, bois de refond ou crayonnage, les toits en double pente recouverts de végétaux. Dans le toit, un sol de grenier était généralement aménagé afin de soutenir les réserves. La durée de ces habitations, si elles étaient correctement entretenues, était de 15 ans environ. Les maisons étaient réunies en hameaux et alignées en 2 rangées pour les plus gros villages, avec souvent une palissade du côté de la terre. Le foyer occupait une position centrale, le sol en argile du four était entretenu, la fumée évacuée par les interstices de la couverture végétale, ce qui permettait d'éloigner les insectes. L'extérieur, à l'avant de la maison, était dédié aux activités polluantes, le travail du silex, le grattage des pots, la fabrication des céramiques, le vannage des céréales. L'économie était une économie de subsistance, un mélange d'agriculture, d'élevage, complété par une pêche et une cueillette importante apportait l'alimentation. On cultivait le froment, puis un peu plus tard, lors de l'âge de bronze, l'amidon, l'orge, l'épeautre et le millet au premier millénaire. Les céréales étaient broyées et cuites en galets, la viande domestiquée et consommée, ainsi que le lait. On a retrouvé des faisselles, des fromages, et ces villages disposaient de moutons, de chèvres, de porcs et de chevaux à partir de moins 1800. On a retrouvé également des restes de cervidés, de cerfs et de chevreuils. Pour la pêche, on a trouvé des fragments de filets lancés depuis des pirogues en bois de 8 à 12 mètres de longueur, creusés en majorité dans un seul fragment de bois, le tronc d'un arbre. Au 4e millénaire, on a des signes du développement du tissage avec du lin, du libère à la base de l'écorce, sur un militier vertical.
Au second millénaire, les outils en silex et en bois pour l'agriculture sont remplacés par un outillage métallique avec entre autres la présence d'arères tractées par les bœufs. On a retrouvé des jougs parmi les témoignages laissés dans les villages. Autour de -3400, on retrouve également la présence de roues pour les chariots. Toutes ces activités artisanales nous montrent une spécialisation des tâches, une orientation vers l'usage d'importation et d'exportation qui augmente. En 1991, des alpinistes découvrent la dépouille de l'homme d'Otzi, conservée par les glaces au glacier de l'Oscal, à 3210 mètres d'altitude, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Daté de -3400 à -3200 de l'âge de cuivre, il est décédé entre 40 et 50 ans. Sa taille était de 1,60 m et il avait les yeux bruns, la barbe châtain. Il portait une cinquantaine de tatouages réalisés avec du charbon végétal sur des points reconnus d'acupuncture. Il souffrait d'arthrose et d'un problème articulaire au genou, ses dents étaient abîmées et ses poumons encrassés de suie et de particules de charbon. Peut-être à la suite de fumée de foyer, de fours de métallurgie, on évoque différentes hypothèses. Il avait des pathologies encore plus graves, un parasite intestinal, de l'ostéosclérose et on a retrouvé des restes de la bactérie de la maladie de Lyme. Les analyses de ses ongles montrent un stress chronique. Son corps était habillé et protégé avec un bonnet en fourrure d'ours, des chaussures en cuir de bovin fourrées de paille, des jambières et un pagne en peau de chèvre, une sorte de manteau de cuir fermé par une ceinture avec de petites poches. Et l'ensemble de la tenue apparaît raffiné et assez efficace. Il avait un arc et un carquois en cuir, une hache en cuivre et un couteau en silex. Divers traumatismes osseux et une flèche dans ses côtes font penser à un épisode violent qui aurait causé sa mort. Mais qui était-il? Un artisan, un guérisseur, un guerrier? Et que faisait-il sur ces hauteurs? Malgré toutes les analyses scientifiques, le mystère demeure.